Olivier Guillet, tantôt on a parlé avec Philippe Richard Bertrand de cette nouvelle-là, le poids du privé atteint un creux historique. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu, depuis qu'on maintient ces calculs-là, qu'on les tient, il n'y a jamais eu aussi peu de gens qui travaillent dans le secteur privé. Dans le secteur public, on atteint à peu près un travailleur sur 4, donc 3 travailleurs sur 4 dans le secteur privé. Puis je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je vois une conséquence un petit peu isolée à ça. Moins tu as de gens qui travaillent dans le secteur privé, moins tu développes l'entrepreneuriat au Québec, moins tu développes cet esprit-là. Philippe Richard Bertrand nous disait les conditions de travail dans le secteur public sont tellement bonnes qu'aucun entrepreneur dans le secteur privé, puis évidemment, il caricaturait un peu, là, la plupart des entrepreneurs dans le secteur privé ne peuvent pas égaler ces conditions-là. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde qui voudrait bien se partir des business, puis qui, quand vient le temps d'embaucher, ils font, ben non, regarde, ils s'en vont tous dans le secteur public. Ils ne veulent pas venir travailler pour moi, parce que moi, je ne leur offre pas la permanence à vie. Je ne leur offre pas une augmentation à chaque année indexée, des fois, à l'inflation. Un peuple sans entrepreneur, c'est un peuple qui va nulle part. C'est vraiment triste. Et là, moi c'est le chiffre que j'ai retenu, c'est le 25 % des employés, ceux-là qui peuvent travailler, qui sont sur le marché du travail, sont pour la fonction publique. 25 %. Une personne sur 4 travaille pour le gouvernement. Ça, est-ce que tu trouves, d'accord, avec une personne sur 4-là, qu'on a les services et le soutien qui suit? Parce que moi, je pense qu'on est un petit peu dans la ouate, justement, dans ces rôles-là, et qu'on devrait peut-être couper un petit peu, mais là, couper, alors qu'on n'a pas de service. Tu sais, je veux dire, ça ne suit pas, là. Ben, ça veut dire qu'il faudrait prendre les gens qui n'offrent pas des services, parce qu'il y en a, hein. Des fois, quand tu parles avec les syndicats, ils te disent non, mais c'est parce que pas tous les fonctionnaires qui offrent un service. Non, en effet. Oui, mais d'accord, mais c'est parce que peut-être, effectivement, que plus on embauche, moins on a de services, ou alors le nombre de services stagne. Peut-être qu'il faut alors s'attaquer à ceux qui travaillent pour la fonction publique et qui n'offrent pas de services. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est ces programmes universitaires, cégep, peu importe, tous les programmes qu'on a, là, surtout d'éducation. Je me souviens très bien, j'ai fait le baccalauréat en journalisme. Je ne vais pas lancer des tomates sur le baccalauréat, c'était bien. Sans plus, mais c'était bien. T'sais, on arrive dans une ère numérique, d'accord? Et on devrait déjà avoir des cours qui reflètent la situation actuelle. Mais non. C'est comme ça, on écrit, puis c'est la vieille méthode. Mais c'est toujours comme ça aussi. Dans les programmes, c'est gratuit. Hein, comment, pour le refaire, pour le réinventer, pour le modifier, faire une réforme, mais c'est dans 20 ans après que ce soit nécessaire que ça se passe. C'est ça aussi le problème. Puis après ça, pourquoi que les étudiants qui sortent de l'université n'ont pas d'emploi? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas à jour sur la situation dans laquelle on est présentement. Donc là, personne ne veut te donner une chance. Ça fait en sorte que les employeurs continuent de gratter les mêmes vétérans, je veux dire, entre guillemets, et ça fait en sorte que c'est des vieux de la vieille qui restent. Puis c'est tout, on n'a pas de place. C'est un monde qui ne s'adapte pas. On va en parler avec François Fournier, qui est avec nous. Bonjour, François. Salut, Rémi. Tout va bien, hein? Tout va bien au Québec? Oui, tout va très bien, Madame la Marquise. Non, mais c'est cette affaire-là, le secteur privé qui n'a jamais pesé aussi peu dans l'économie québécoise, c'est des chiffres de Francis Veil dans la presse qu'il a analysé, des chiffres frais, là. C'est avril, c'est pas il y a 2 ans, c'est il y a 2-3 mois, là. Ça en dit long sur la capacité de créer des emplois dans le secteur privé, parce que c'est pas juste de mettre ça sur le dos des emplois qui ont disparu ou des mises à pied, c'est la création d'emplois qui est au ralenti. Oui, exact. Puis peut-être rendre à tout seigneur, tout honneur, c'est un peu inspiré de ce qu'avait fait Michel Girard il y a peut-être 3 semaines, 1 mois à peu près. Il avait sorti un article dans le Journal de Montréal qui parlait que maintenant, il y avait près de 1 million. En fait, c'est plus de 1 million de Québécois qui travaillent pour le gouvernement si on compte le municipal, le provincial et le fédéral là-dedans. Puis je fais un peu du chemin sur la réflexion que vous aviez un peu avant que j'arrive. C'était sur, dans le fond, la délivrance de services et les employés de l'État. Même si on parlait pas de couper quoi que ce soit, on peut comparer avec les autres provinces. Parce qu'au Canada, il y a essentiellement les mêmes genres de services. Il n'y a pas de province qui a un État très minimal avec aucun service public, comme on pourrait comparer ailleurs dans le monde où on dirait, ouais, mais ils ont moins de fonctionnaires, ils ont moins de services. Donc, si on compare le Québec avec l'Ontario, par exemple, ou avec d'autres provinces, l'Ontario a plus de 80% des emplois qui sont dans le secteur privé. L'Alberta a près de 82% de ses emplois qui sont dans le secteur privé. Et le Québec est quand même
pas très bien positionné là-dedans. En fait, on se positionne un peu comme les provinces des maritimes. Mais moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'aspire à me comparer au meilleur, pas au pire. Je pense Donc, pas tu que préfères l'argument... l'Alberta à la Terre-Neuve, mettons. Là, Ben, je préfère l'Alberta à l'île du Prince-Édouard, si ça vous fait rien. Là. En termes de performance économique, je pense que ça serait quand même un bon point de départ de se comparer à ceux qui performent le mieux et non à ceux qui performent le moins bien. Puis, le constat, c'est le suivant, c'est que dans les dernières années, il y a énormément de masse de travailleurs, il y a énormément de gens qui ont été embauchés dans la fonction publique, mais on n'a pas ajouté réellement de services. Donc, si on avait ajouté des nouveaux services qu'il n'y avait pas avant, tu sais, par exemple, comme ça s'est fait au Québec dans les années 60, on se dit, bah, c'est un peu normal qu'il y ait plus de gens qui travaillent pour le gouvernement. On a nationalisé, par exemple, le secteur de l'éducation en bonne partie. Il y a maintenant, on doit embaucher des professeurs, des enseignants, des aides aux devoirs, ce genre de choses-là. Mais à ce que je sache, au Québec, la dernière création de l'État, c'est un peu la SQDC vers la fin des libéraux. Puis encore là, on pourrait se discuter réellement, est-ce que c'est un service à la population, ça, ou c'est pas plutôt un magasin qui appartient seulement au gouvernement. Là. En réalité, ça pourrait être cette entité-là pourrait appartenir à plusieurs, ça pourrait être démantelé puis appartenir à plusieurs entreprises différentes ou plusieurs organes, des OSBL même, peu importe, puis ça ne changerait rien au service qu'on reçoit. Là. On ne parle pas d'infirmières ici ou d'enseignants. Le Québec, est-ce que François Fournier n'a pas une responsabilité supplémentaire et pas un devoir supplémentaire à titre de petite nation? Puis là, c'est avec toute la tendresse du monde que j'utilise cette expression-là, qu'on prête à l'écrivain Milan Kundera. Une petite nation, c'est une nation qui n'intéresse qu'elle-même et dont le sort est incertain. Donc, c'est une nation qui doit exister, qui doit se battre pour exister. Est-ce que le fait qu'on fasse que grossir l'État et qu'on ralentisse le développement du secteur privé, c'est pas encore pire dans le cas d'une petite nation? Je pense que oui. Puis ce qui est insidieux dans tout ça, c'est qu'on ne se rend pas compte nécessairement par où, c'est-à-dire on ne se rend pas compte toujours de où on part pour créer ces emplois-là. Je vais donner un exemple. On a parlé plus tôt cette semaine ensemble du fameux projet de loi pour interdire les boissons énergisantes. Ben, on peut être d'accord ou pas avec l'idée générale, mais comment s'applique cette idée-là? Ben, c'est écrit dans le projet de loi que j'ai analysé. C'est pas compliqué, vous pouvez aller lire, il fait 6 pages. C'est pas une grosse affaire. On dit spécifiquement dedans qu'on va donner des pouvoirs supplémentaires à Santé Québec. Santé Québec, c'est un truc qu'on a créé ex nihilo, qui existait même pas il y a quelques années. On sait pas trop ce que ça fait. Et on va leur donner le pouvoir d'embaucher des inspecteurs qui vont faire le tour des établissements qui vendent des Red Bull ou des Monster ou tout ce que vous voulez. Il y en a dans les Dollarama, il y en a dans les Tic Géants, dans les Couche-Tard, dans partout où ce que vous pensez qu'il peut en avoir. Et là, on va avoir des clients mystères, par exemple. Ces gens-là sont embauchés par l'État pour aller voir si on respecte bien les règles. Ça, c'est des emplois qu'on va créer ex nihilo parce qu'on a décidé de se doter de cette loi-là. Mais est-ce que vous pensez que ce sont des services à la population, ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un bain en CHSLD? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va passer plus vite pour sa chirurgie de la hanche à l'hôpital? Moi, à mon avis, c'est pas des emplois qui sont nécessaires, ça. Non, on a beaucoup d'architectes de l'étape du développement procédurial, systémique, systématique, structurant, mais on a bien peu de gens qui se salissent les mains, qui se trempent les mains dans le job, puis qui avancent. Puis ça, je veux dire, c'est pas par cynisme que j'ose le dire, là, c'est parce que c'est ça qu'on observe. Là. C'est ça qu'on observe. On n'a pas vu une augmentation des services, et pourtant, ça ne fait qu'augmenter. C'est comme si on se disait, de plus en plus, il y a un problème à régler, ça va passer par l'État. Ça va passer par l'État. Ben, ça va passer par... L'État n'est pas habilité à faire ça, ni habitué à le faire. Il se trouvera l'habitude, il se trouvera la compétence pour le faire. Parle-moi du Canada qui autorise les mineurs à fréquenter les... Ben, c'est ça, parce que le Canada, hier, le gouvernement a annoncé un projet de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Donc, ça va aller de l'avant. Le gouvernement fédéral est majoritaire, le gouvernement Mark Carney, donc n'aura pas une opposition suffisante pour renverser cette décision-là. Mais en même temps, on autorise les mineurs à fréquenter les lieux de consommation de drogue. Donc, c'est un danger est moins dangereux que l'autre, et pourtant, à l'œil, on dirait que, je sais pas, à choisir. Ben, c'est aussi une discussion qu'on a eue il y a quelques jours quand je te disais qu'on pouvait comparer, par exemple, ça avec les interdictions qu'on met de l'avant, avec l'idée, par exemple, qu'un mineur puisse prendre des bloqueurs de puberté. Puis là, je sais que ça choque des gens qu'on prenne ces exemples-là, mais la réalité est la suivante, c'est qu'on doit avoir une réflexion sur à partir de quel âge un individu
doit être libre de faire ses propres choix pour lui-même. Donc, tout le monde comprend qu'un enfant de 7 ans peut pas acheter une voiture chez le concessionnaire. Tu sais, c'est des choses qui font du sens, qui vont de soi. Mais le Canada et le Québec, comme les autres provinces là-dedans, on est un petit peu mêlés, moi, je trouve. Et là, ce qu'on apprend justement, c'est ça. C'est qu'on va se doter d'un projet de loi pour empêcher les jeunes d'aller sur Instagram et Facebook, mais il n'y a absolument aucun règlement nulle part qui empêche des jeunes de 15 ans d'aller s'injecter avant, on appelait ça des piqueries, là, mais maintenant, on appelle ça des centres d'injection supervisés. Mais donc, dans ces centres d'injection-là, il n'y a aucun, puis ça a été demandé en Chambre spécifiquement par un député qui a demandé à la ministre de la Santé, parce que oui, au fédéral, même s'ils n'ont aucun hôpital à gérer, ils ont un ministre de la Santé, donc c'est Mme Marjorie Mitchell. On demande si Santé Canada impose une condition d'âge pour l'accès aux sites de consommation de drogue supervisés et approuvés par le fédéral. Et la réponse, c'est non. Et là, comment ça se passe dans les autres provinces? On a toutes sortes de détails, mais allons à ce qui nous intéresse. Au Québec, on dit dans l'article, le gouvernement du Québec a pour politique de distribuer gratuitement des seringues, des pailles pour sniffer et d'autres équipements pour la consommation de drogue aux jeunes dès l'âge de 14 ans. Quoi? Donc, c'est écrit noir sur blanc dans l'article. Donc, c'est-à-dire que si vous allez dans ces sites-là, là, vous pouvez, à 14 ans, avoir une paille pour sniffer ou une seringue pour vous injecter. Par contre, essayez pas en attendant d'aller sur Facebook, ça se pourrait que ça marche pas, puis essayez pas de vous acheter un Red Bull. Mais comment t'expliques ça, je suis François? le seul à trouver que ça n'a pas de sens. Là. Non, oui, mais mettons qu'on essaye d'en trouver du sens. Comment ça... Parce que c'est pas des épais là, qui sont à Ottawa, là. C'est l'élite de la société sur le plan intellectuel. C'est des gens qui ont des... Ben non, mais ça, c'est la rumeur. Donc, comment ils ont fait pour en arriver à penser que ceci s'était approprié, puis ceci, ça ne l'était plus? Ben, je pense qu'ils vont, s'ils étaient ici, ces gens-là, probablement qu'ils nous diraient que, ben là, il faut penser aux clientèles vulnérables. Donc, par exemple, un jeune en situation de semi-itinérance ou qui est dans un milieu défavorisé, on est mieux de lui offrir le moyen de se droguer de manière sécuritaire qu'il le cherche dans la rue via des méthodes qui pourraient l'amener encore plus dans le trouble. Bon. On comprend, c'est comme l'idée de la politique de la réduction des méfaits, là. Donc, c'est que on va vous aider là-dedans, mais je comprends d'une certaine manière, mais on est obligé de se rendre compte à sa face même de cette histoire-là qu'il y a une incohérence totale dans ce qu'on permet, ce qu'on permet pas et ce qu'on considère comme normal. Je sais pas pour vous, mais moi, je pense que fournir à un jeune une seringue pour se droguer, c'est éminemment plus grave que s'acheter une canette de Red Bull. Je sais pas si on peut convenir de ça, là. C'est encore drôle, François. C'est encore drôle, ça. Il y a des gens qui auraient des arguments à tenir. Non, mais je suis assez d'accord avec toi, là, franchement, là-dessus. Parle-moi rapidement des 14 recommandations qui ont été soumises à la ministre Derry pour accélérer la décarbonation des bâtiments. Ça, on parle pas beaucoup de ça, mais c'est important. Ben oui, c'est ça, parce qu'imaginez-vous donc qu'on a une planète à sauver, donc il y a des gens qui font des recommandations au gouvernement pour faire tout ça, pour adopter toutes sortes de mesures pour réduire l'impact environnemental du domaine de la construction. C'est pas en soi un mauvais objectif. Je pense que tout le monde est en faveur d'avoir un environnement plus sain puis qu'on fasse un peu attention à ce qu'on fait. Par contre, on n'arrête pas de dire au Québec qu'on a une crise du logement, que les coûts de construction ont explosé, que c'est de plus en plus difficile pour des jeunes d'acheter une maison, que les constructions neuves coûtent une fortune, que les appartements coûtent très cher parce que les coûts de construction coûtent très cher. Et je suis obligé de vous dire que l'essentiel de ces mesures-là, qui sont drapées de bonnes vertus environnementales, je nie pas que ces gens-là peuvent croire à ça réellement, là, c'est toutes des mesures qui vont faire augmenter les coûts de construction. Par exemple, on parle d'interdire le raccordement des buildings au gaz naturel et on parle surtout d'adopter des nouvelles normes de construction pour les bâtiments parce que les normes actuelles qu'on a ne sont pas assez orientées vers la sobriété énergétique. Donc, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de substituer certains matériaux qu'on utilise actuellement. Par exemple, moins de béton, plus de bois, moins de ci, plus de ça. Adopter des matériaux qui sont moins dommageables à l'environnement. Si les constructeurs n'adoptent pas déjà ces matériaux-là, c'est parce qu'ils sont plus chers et ils sont probablement moins efficaces. Donc, ce que vous allez faire... On va baisser le prix, François, c'est tout simple que ça. On va baisser le prix. Ah, OK, on va baisser le prix. Donc, on augmente les coûts de construction et les prix vont comme par magie baisser. J'aimerais savoir c'est quoi la logique économique dans tout ça. On parle aussi de forcer les ménages d'ici 2050 à avoir le système de tarification dynamique de l'électricité. Donc, les fameux îlots, là,
les compteurs intelligents, là. Vous irez voir dans les archives du Journal de Montréal, les gens qui ont utilisé ça, il y avait des gens qui étaient plutôt mécontents. Là. Ils ne comprenaient pas comment leur facture fonctionnait. On leur facturait de l'électricité alors qu'ils n'étaient même pas chez eux. Je sais pas. Il me semble qu'il y a une... Je comprends, les normes environnementales, c'est important, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais le sujet du logement là, est un sujet tellement brûlant au Québec. Il y a tellement de gens qui en arrachent pour se trouver un loyer. On approche du 1er juillet, là, ça va être un des sujets qui va revenir. Là. Les gens ne trouvent pas de loyer, c'est trop cher, je ne sais pas comment faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est pas en augmentant les coûts de construction pour essayer de sauver la planète qu'on va régler ce problème-là. Là. À mon avis, ça va être... On va empirer les choses. Là. Mon petit doigt me dit que la ministre des RI n'ira pas de l'avant avec ça. Ce sont des recommandations qui lui ont été faites, mais elle a quand même la réputation, en tout cas quand elle était à l'enseignement supérieur, là, elle niaisait pas avec le POC. C'est-à-dire que quand ça sentait que c'était peut-être juste vertueux, mais que ça nous emmenait dans un territoire où on ne voulait pas aller parce qu'on n'allait pas justement régler les autres problèmes qui sont les plus importants, la crise du logement. C'était le plus gros problème il y a quelque temps. Là, ça serait les matériaux de construction. Je pense qu'elle ne va pas être à l'écoute, mais bon, je lance ça dans l'univers. Merci beaucoup, François Fournier. On se parle demain.